Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur l'occultisme, la connaissance ésotérique, la constitution occulte de l'homme, la constitution énergétique de l'homme et la constitution multidimensionnelle de l'homme, puisque vous savez que je vous répète sans arrêt que nous sommes des êtres multidimensionnels, que nous vivons simultanément dans plusieurs corps, imbriqués les uns dans les autres. Alors, c'est une vidéo qui ne s'adresse pas aux personnes qui sont intéressées par mon côté dissident. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, hélas, l'aspect spirituel et santé et l'aspect politico-dissident ne vont pas ensemble. Alors que pour moi, on ne peut pas dissocier tout ça. Pour moi, tout est complètement lié. Les gens qui dirigent notre planète aujourd'hui sont des gens qui suivent un plan qui est totalement spirituel. Donc moi, je ne dissocie pas la politique de la spiritualité. Donc je vais quand même, je préviens quand même que cette vidéo ne parlera pas à tous ceux qui s'attendent à ce que je parle du nouvel ordre mondial ou ce genre de choses, même si en fin de vidéo, je vais refaire une petite parenthèse sur la Terre plate, parce que je sais qu'il y a bon nombre d'alerteurs qui sont sincères dans leur démarche, mais qui croient dur comme fer que la Terre est plate, ou qui donnent une tribune sincère à des platistes, et ce sont des gens qui rejettent tout débat avec moi, parce que je serais censé ne pas être scientifique, et je serais censé aussi être arrogant avec les platistes. Alors, je vais me répéter encore et encore, mais la Terre est ronde, je l'affirme, et tout le reste, c'est de la connerie, et je le démontrerai en fin de vidéo. Donc, en attendant, cette vidéo va parler de la constitution de l'homme, de sa constitution pas seulement énergétique, de sa constitution dimensionnelle, on peut le dire, on peut l'appeler comme ça. Et je vais m'appuyer sur un diagramme du maître tibétain Jiwalkul, qui a été l'enseignant d'Alice Bailey. Donc c'est un diagramme que vous pouvez retrouver dans les écrits d'Alice Bailey. C'est probablement le plus simple des diagrammes d'ailleurs. Et comme je vous disais, nous sommes des êtres qui avons notre véritable nature sur un plan qui est un plan lumineux, qui est le plan monadique, qui est le deuxième plan du plan physique cosmique. Alors ça ne va pas vous parler ce que je suis en train de dire là, ça n'a pas vraiment d'importance. Les noms n'ont pas vraiment d'importance, mais enfin il faut essayer de se familiariser un petit peu avec le dialecte d'occultisme, parce que si vous voulez étudier le droit, il faut se familiariser avec le dialecte du droit. Si vous voulez faire de la médecine, il faut se familiariser avec les termes médicaux. Et quand on parle d'occultisme, il faut se familiariser aussi un peu avec les termes d'occultisme, c'est normal. Il y a une terminologie particulière. Donc notre véritable nature est la monade, c'est ce qu'on appelle la présence Ayam. Elle est dans un monde qui est bien supérieur vibratoirement à la troisième dimension dans laquelle nous sommes là actuellement, dans laquelle je vous parle actuellement, le plan physique. Et vous allez voir, je vais partir par le plan le plus bas, vibratoirement, c'est-à-dire votre plan physique, et je vais vous expliquer comment, avec un diagramme à l'appui, comment nous sommes constitués. Donc, l'homme a un corps physique qui correspond au plan physique. Jusque-là, vous allez me dire, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais je vais vous expliquer que le plan physique se subdivise en 7 subdivisions. Donc, le plan physique, alias plan cosmique dense, qui est le 7e sous-plan du plan physique cosmique, je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire. Le premier sous-plan, ou le 7e sous-plan plutôt, on va prendre le plan le plus bas, c'est le numéro 7. Donc, le 7e sous-plan du plan physique est donc le plan physique dense. D'accord ? C'est le plan solide. Ensuite, on a le sous-plan liquide, donc l'eau, vous avez compris, il y a la terre, il y a l'eau. Ensuite, gazeux, la terre, l'eau, l'air. Et ensuite, on passe dans les 4 éthers, donc qui sont des plans ou des sous-plans qui nous sont invisibles à l'œil nu parce que nous sommes dans un véhicule physique qui ne fonctionne que sur les 3 sous-plans que je viens de citer, c'est-à-dire dense, liquide et gazeux. Pour pouvoir voir sur les 4 sous-plans suivants, c'est-à-dire 4e, 3e, 2e et 1er éther, eh bien, il nous faut avoir la vision éthérique développée, c'est-à-dire le 3e œil. Et ce n'est pas donné à tous les humains, parce que tous les humains n'ont pas encore développé cette faculté qui se développe par la méditation, par le Raja Yoga et la construction de l'Antakarana, qui est le pont de lumière dont je vais parler dans quelques instants,
qui nous relie au moi supérieur. Alors, je vais continuer mon explication. Donc, le quatrième éther qui correspond à l'éther chimique, si vous préférez, c'est un plan d'élimination et d'assimilation des nutriments. Hein, donc, c'est déjà un plan qui est vibratoirement plus élevé que le plan gazeux. Et vous voyez comme quoi, quand les chimistes ou les scientifiques nous parlent d'énergie, on est déjà dans l'éthérique. C'est-à-dire que là, pour un scientifique, ça ne va pas parler, ça. Parce que lui va te dire, mais non, là, on parle d'atomes, on parle de molécules. Oui, mais c'est ça justement, c'est ça l'éther. Hein, dans l'éther, justement, se baladent les énergies qui composent les atomes. Donc on est sur le plan atomique en réalité. Hein. Donc, quatrième éther, troisième éther, deuxième éther et premier éther. Alors, je développerai dans une autre vidéo ce que sont les éthers, ces quatre éthers-là, et quels sont leurs rôles exactement. Parce que ces quatre éthers, là, que je suis en train de vous montrer, composent notre corps éthérique. Hein, le corps éthérique qui est le moule énergétique du corps physique avec lequel je vous parle actuellement. C'est un moule qui est en matière éthérique, les scientifiques diraient en énergie noire ou en matière noire. C'est exactement la même chose, sauf que vous voyez que ce corps éthérique se subdivise en quatre parties, et que le troisième éther, est le corps vital. Donc le corps vital est une partie de notre corps éthérique. Et cette énergie vitalisante est celle qui, justement, comme son nom l'indique, donne la vie, vitalise les corps dans le plan physique dense. Sans le corps vital, mon corps physique serait un cadavre. Voilà. Et quand on meurt, le corps vital se retire, donc le corps éthérique reste en suspens autour du corps physique, mais le corps vital ne vitalise plus, n'approvisionne plus le corps physique en énergie vitale. C'est pour ça que le corps n'a plus de vie. Voilà. J'espère que jusque-là je suis clair. Je pense que c'est quand même assez simple à comprendre. J'en profite aussi pour vous dire que justement ces deux éthers-là, le troisième éther et le quatrième éther, sont principalement les éthers que l'on manipule en médecine chinoise, hein, c'est-à-dire les méridiens, tout ce qui touche au corps vital, à l'énergie vitale, le qi, le fameux qi des orientaux. C'est vraiment la médecine ayurvédique, la médecine chinoise. On est vraiment là sur les points d'acupuncture. Donc ce que je vous parle là, c'est vraiment, vous voyez que l'énergétique de l'homme est très proche de son corps physique. Vous voyez que c'est vraiment superposé et qu'on ne peut pas voir l'un sans l'autre. Hein. J'en profiterai pour préciser aussi que c'est le maître Ivanov, je crois, qui nous disait que 90 à 95% des maladies de l'humanité sont liées à des problèmes éthériques et des problèmes d'énergie vitale. Et que si on arrivait à régler les problèmes d'énergie vitale chez tous les êtres humains, on réglerait justement 90% des maladies. Donc c'est quand même, vous voyez que c'est quand même un plan ou un sous-plan très important pour le bon fonctionnement de nos véhicules physiques. Hein. Donc c'est très 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 important de s'ouvrir à d'autres façons de se guérir, de se soigner, et de nous entrevoir non plus comme des morceaux de chair et des morceaux de viande, avec des amputations à tout va, on enlève des seins quand il y a un début de cancer, on enlève des utérus maintenant dès qu'il y a un soupçon de quelque chose. Ben oui, mais vous voyez bien que le corps physique est en bas de la chaîne, et que si en bas de la chaîne il y a un problème, un dysfonctionnement, ça veut dire qu'en haut de la chaîne, au-dessus, sur le plan vital, justement, il y a des énergies qui ne circulent pas, ou qui s'accumulent, ou des énergies qui, justement, qui devraient être éliminées, qui ne se sont pas éliminées. C'est ce qu'on appelle des énergies perverses, ça se passe sur le quatrième éther, l'assimilation et l'élimination des énergies, ça se passe sur le quatrième éther. S'il y a stase d'énergie, une stase d'énergie perverse, c'est-à-dire d'énergie qu'on devrait éliminer par les émonctoires, et qui ne s'élimine pas, ça crée des maladies à différents stades. J'ai déjà parlé des 6 stades de la maladie en médecine chinoise, et quand on arrive au cancer, c'est le 6e stade. Hein. Donc ça veut dire qu'en amont, eh bien, il faut aller chercher ce qui ne va pas. Il ne suffit pas d'amputer, d'enlever des morceaux de chair. Si on n'enlève pas la cause dans l'énergétique, ça reviendra sous une autre forme sur le plan physique. L'énergie perverse est toujours là. Hein. Comprenez bien comment on fonctionne. Et vous voyez sur la droite, vous voyez une espèce d'accolade, hein, il y a écrit personnalité. Hein. C'est ce que moi j'appelle l'ego, mais en réalité en occultisme, l'ego c'est autre chose. Donc, on va prendre le terme personnalité. Donc quand une âme, quand une monade décide de s'incarner dans la matière, elle le fait au biais d'une personnalité qui est composée de 3 corps. Donc jusque-là j'ai parlé du corps physique et éthérique. En réalité, ce corps physique éthérique,
qui contient aussi le corps vital, sont un seul corps. C'est-à-dire qu'on considère en occultisme que le corps physique ne serait qu'un cadavre sans le corps éthérique. Donc on ne les dissocie pas. Donc corps vital, corps éthérique, corps physique ne font qu'un corps en occultisme. Hein. Donc ils sont le corps physico-éthérique, hein, et c'est le corps qui permet de se déplacer sur l'ensemble de ces 7 sous-plans, de ce 7e plan-là, du plan physique, cosmique, dense, hein, et grâce à notre plan physico-éthérique, nous avons une vie sur ce 7e plan. Est-ce que je suis clair? J'espère. Ensuite vient le 6e plan, celui de l'émotion, qu'on appelle le plan astral. Encore une fois, on l'appelle aussi le plan cosmique liquide. J'espère que vous allez comprendre la loi des correspondances. Ce 6e sous-plan est également composé de 7, enfin ce 6e plan, excusez-moi, le plan astral, est composé également de 7 subdivisions, hein, de 7 sous-plans astraux, que je ne vais pas détailler ici, parce que sinon ça va devenir trop complexe. Mais on peut dire que les 3 sous-plans inférieurs du plan astral composent le bas astral, le 4e sous-plan compose le plan médian astral, celui que l'on appelle le purgatoire, qui correspond en tout plan à notre plan physique et qui ressemble étrangement à notre plan physique. Et ensuite, on a les 3 plans supérieurs de l'astral, qui portent des noms différents, astral supérieur, etc., etc., paradis pour l'un, paradis pour l'autre. Peu importe, tout ce que l'on peut dire, c'est que pour se mouvoir sur ce plan, l'être humain a encore besoin d'un corps qui vibre sur la fréquence de ce plan astral. Alors, comme vous pouvez vous en rendre compte, notre corps astral, selon sa pureté et selon son degré de maîtrise et selon son degré d'élévation, est-ce que vous vous êtes épuré de vos désirs vils, de vos désirs bas? Est-ce que vous vous êtes épuré de votre peur? Est-ce que vous êtes épuré de votre colère? Est-ce que vous vous êtes épuré de vos désirs pervers? Tout ceci, c'est les 3 sous-plans inférieurs du plan astral. Si vous êtes encore là-dedans, votre corps astral, il va se balader dans ces 3 sous-plans. Hein. Si vous vous êtes à plus ou moins débarrassé de vos vices, si je puis dire, de vos désirs vicieux, vous allez vous balader plutôt sur le plan astral médian, et votre corps astral va vous amener là. Ensuite, si vous avez des aspirations spirituelles très profondes, que vous priez souvent, que vous vous en remettez à des énergies supérieures, vous allez côtoyer le plan astral supérieur, et votre corps astral pourra accéder et vous emmener en conscience dans les plans supérieurs de l'astral. Hein. N'oubliez pas que le corps astral est aussi celui qu'on appelle l'enfant intérieur. Alors je sais que ça va faire bondir certainement pas mal de thérapeutes ou de gens comme ça, mais votre enfant intérieur, hein, dont on parle souvent quand on fait une psychothérapie, votre enfant intérieur, c'est votre corps astral, c'est votre corps émotionnel, que je considère comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'est fait que de désir, comme un enfant. Un enfant tape du pied quand il n'a pas ce qu'il désire. Hein. Il est aussi régi par la peur. Un enfant a toujours peur, il a peur de l'abandon, il a peur de ne pas avoir ce qu'il veut, il a peur de ne pas avoir les jouets qu'il désire, il a peur que ses parents le laissent tranquille, ou le laissent tout seul, qu'on ne fasse pas assez attention à lui. C'est vraiment le corps émotionnel, le corps astral est notre enfant intérieur. À nous de le rendre adulte et à nous aussi de savoir le maîtriser. C'est-à-dire de ne pas faire que ce soit lui qui nous dirige, mais que nous, notre conscience supérieure, alors celle dont je vais parler après, maîtrise cet enfant intérieur et maîtrise ce corps astral. Hein, lui évite d'avoir peur pour un rien et le rendre plus fort. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur le corps émotionnel, qui est notre corps, donc, comme son nom l'indique, qui touche à tous les plans affectifs, sentimentaux, de désir, de peur, de colère, etc. Ensuite, donc vous avez vu qu'on a besoin de 3 corps pour fonder une personnalité, et que donc voilà nos 3 corps. Donc je viens de présenter les 2 premiers, physico-éthérique, le 2e astral émotionnel, et le 3e corps, dont je vais parler tout de suite, qui est donc le 3e plan, pardon, qui est le plan mental, hein, qu'on appelle aussi le plan manasique, l'énergie de Manas. Manas, c'est l'intelligence. Hein. Manas, Mani, Manu, hein, tous ces noms-là viennent, selon les civilisations, viennent du Seigneur de l'intelligence, hein, qui est venu nous rendre visite souvent. Alors, je vais regarder mon petit diagramme en même temps que vous. Donc vous voyez
que ce plan mental se subdivise lui également en 7 sous-plans, comme vous pouvez voir. Et vous avez vu qu'il y a 3 sous-plans inférieurs, donc le plan mental inférieur, qui est celui qui compose, avec les 2 autres corps que j'ai cités avant, la personnalité. Donc vous voyez que la personnalité est composée d'un corps physico-éthérique qui comprend les 7 sous-plans du plan physique, d'un corps émotionnel qui comprend les 7 sous-plans du plan émotionnel ou astral, et d'un corps mental inférieur qui, par contre, cette fois, sous-entend et comprend les 3 sous-plans inférieurs du plan mental. Voilà. Donc, la personnalité, ça s'arrête ici. D'accord ? Le plan médian mental, vous voyez ici au milieu, le 4e sous-plan, si vous préférez, est celui où il y a notre unité mentale, c'est-à-dire un atome permanent qui nous permet de reprendre nos incarnations là où on s'est arrêté sur le plan de l'intellect et des capacités intellectuelles. Vous avez vu que dans le plan astral, il y a un atome permanent qui vibre sur le plan le plus élevé du plan astral, qui est un atome qui enregistre toutes vos émotions, tous vos désirs et tout travail fait sur la maîtrise de vos désirs et de vos émotions. Donc rien ne se perd quand vous mourrez, vous vous réincarnez avec ces atomes permanents. Et vous avez vu que sur le plan physique, il y a un atome permanent physique, sur le premier sous-plan, le plus élevé du plan physique, qui également va emporter avec lui la mémoire de tout ce que vous avez fait au niveau de votre plan énergie, de votre corps éthérique et de votre corps physique, si vous l'avez façonné d'une certaine façon. Si vous avez passé votre vie à faire du sport, à faire attention à votre corps, vous allez vous réincarner dans un corps qui aura des particularités très semblables, parce que c'est enregistré dans votre atome permanent physique. Comprenez bien comment ça fonctionne. Je reviens maintenant sur le plan mental. Ensuite, nous avons l'ego ici, qu'on appelle le corps égoïque ou le corps causal, alias l'un des corps de l'âme. On sait aussi ce qu'on appelle l'âme, en fait, en réalité. Donc vous voyez ici l'âme qui est sur les 3 sous-plans supérieurs du plan mental. Donc vous voyez le plan causal, où est-ce qu'il se situe, c'est le 4e sous-plan du plan mental. Et si on continue à grimper dans le plan mental, dans le premier sous-plan du plan mental, nous avons l'atome permanent mental, où on a marqué intelligence, mais en réalité c'est l'intelligence supérieure et créatrice. C'est pas l'intelligence inférieure, celle qui analyse, classifie. L'intelligence supérieure est l'intelligence créatrice, celle qui crée et qui fait des découvertes scientifiques, entre autres, bien entendu. Vous voyez que c'est sur ce plan que se situe l'atome permanent mental, qui également enregistre tous les efforts que vous faites pour rejoindre votre corps supérieur. Alors vous voyez qu'entre cette unité mentale inférieure ici et cet atome permanent mental supérieur, vous voyez qu'il y a un lien qui est coupé. Autant avec les 3 atomes inférieurs, il y a une continuité, si je puis dire, autant avec les triades supérieures que l'on va regarder après, vous voyez bien qu'il y a un lien qui est cassé ici. Et c'est justement le but de la méditation et du Raja Yoga notamment, et la construction de l'Antakarana, c'est de relier notre nature inférieure, c'est-à-dire notre personnalité, à notre nature supérieure, dont on va parler tout de suite après, l'âme étant un corps médian entre ces 2 natures. Donc nous ne sommes pas qu'une âme, nous sommes plus que cela. Donc cette âme est également ici au milieu et sert de plan intermédiaire ou de véhicule intermédiaire, si vous voulez, entre notre nature inférieure, qu'est la personnalité, et notre nature spirituelle et monadique, qui sont au-dessus de l'âme. Alors, donc, ensuite, au-dessus du plan mental, nous allons trouver le plan bouddhique, le plan de l'intuition. C'est celui où se produisent, où vivent les maîtres de sagesse, les gens qui ont réussi à acquérir une maîtrise, une triple maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise du corps physique, du corps émotionnel et du corps mental. Ceux qui ont maîtrisé leurs 3 corps ont atteint l'unification, ont plus besoin de la personnalité, n'ont plus besoin de l'ego, comme vous pouvez voir ici au milieu. C'est donc sa crucifixion. Ça ne veut pas dire qu'on s'en débarrasse, ça veut dire que l'ego est totalement maîtrisé et sous contrôle du moi supérieur, c'est-à-dire de l'intelligence supérieure qui commence ici. Et donc, on devient ce qu'on appelle un bodhisattva, c'est-à-dire un être ascensionné. On n'a plus besoin de cette personnalité pour venir expérimenter. Nous sommes des êtres unifiés,
nous avons réunifié nos natures supérieures avec notre nature inférieure. Et donc la triade continue, comme vous pouvez voir. Donc l'aspect le plus bas de la triade spirituelle est l'intelligence créatrice, qui est pour nous, ici-bas, l'aspect le plus haut que nous puissions exprimer. Hein. Eh bien, c'est la nature la plus basse que nous puissions avoir sur le plan spirituel. Hein. Vous voyez qu'on est encore très très loin de notre nature. Ensuite, nous avons le plan de l'intuition, qui est le premier sous-plan du plan bouddhique, où se situe l'atome permanent bouddhique. Hein. Et ensuite, sur le plan spirituel, qu'on appelle le plan atmique, eh bien, vous avez votre volonté spirituelle, où se situe l'atome permanent atmique. Là, je ne peux pas beaucoup parler de ça, parce que pour l'instant, c'est trop abstrait pour vous. Mais vous voyez que ce système de triade, en fait, est une constante que l'on retrouvera dans l'univers, c'est-à-dire ce septénaire, c'est-à-dire qu'il y a une subdivision en 7 plans et 7 sous-plans partout dans l'univers. Vous allez voir que, j'en parlerai dans une seconde vidéo, que sur le plan des systèmes solaires, des galaxies et des grands êtres cosmiques, c'est exactement la même chose, mais à l'octave supérieure, et vous allez voir que ce schéma septénaire se répète systématiquement. Hein. Par système de 7, mais aussi par système de triade. Et c'est pour ça que dans la religion chrétienne, on parle de Père, Fils, Saint-Esprit, que l'on retrouve à peu près partout, aussi bien sur le plan de la personnalité, parce qu'on peut parler de Père, Fils, Saint-Esprit, c'est volonté, amour et intelligence, hein, si vous préférez. Ou encore, oui, si on peut le dire comme ça, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est vraiment c'est volonté, amour, ou encore intelligence, émotion et physique. On retrouve toujours ces 3 plans ici. Voilà, donc vous voyez que ce système de triade est valable, hein, et donc l'aspect volonté, activité et sagesse, qui est activité physique, hein. Comprenez bien que tout ce qui est activité est en rapport avec l'intelligence active et est en rapport avec le plan physique. Tout ce qui est intelligence active correspond au plan physique. L'aspect sagesse correspond à l'aspect amour-sagesse, qui correspond au plan émotionnel. Et l'aspect volonté, hein, qui est cette fois notre plus grande émanation, si je puis dire, de notre nature divine, et qui est ici, qui vibre sur le premier sous-plan du plan monadique. Hein, voilà. Et donc au-dessus, le premier plan, qui est le plan divin au plan du Logos, ne nous est pas accessible. Nous avons donc notre vie sur 6 plans simultanés, qui sont chacun subdivisibles en 7 sous-plans. Voilà la constitution de l'homme sur le plan occulte. Hein, voilà de comment on nous définit. J'espère pour vous que c'est clair. Donc vous voyez que la dernière triade qui est sur le plan monadique, on l'appelle la monade. C'est ainsi que l'on appelle les humains sur ce plan-là. Hein. Donc nous sommes des êtres, des monades, ou encore des présences ayam, c'est la même chose. Hein. Sur la triade spirituelle, au niveau du plan spirituel atmique et du plan bouddhique, nous sommes des esprits, hein, des triades spirituelles. Alors là, nous sommes des maîtres de sagesse incarnés à ce moment-là, et donc des bodhisattvas, hein, qui évoluent sur ces 2 plans-là, plus le plan supérieur de l'intelligence, et puis nous, hein, personnalités qui évoluons sur les 3 plans inférieurs, ici, que sont le plan physique, astral, et la moitié du plan mental. Voilà. Je voulais revenir vite fait sur cette histoire de Terre plate, donc, puisque c'est quand même assez hallucinant qu'on doive revenir là-dessus. Enfin, c'est quand même incroyable, mais il va falloir quand même y revenir. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite démonstration rapide pour vous reparler des travaux d'Ératosthène qui ont été faits il y a 2200 ans, un peu plus même. C'est simple. Il a fait une expérience toute simple. Si la Terre est plate et que vous lui plantez 2 aiguilles, bien droites, hein, surtout, très important, et que vous mettez une source de lumière unique au-dessus de ces 2 aiguilles, de ces 2 bâtons plantés droit dans la Terre, vous aurez une ombre. Alors si elle est parfaitement au-dessus, si la source lumineuse est parfaitement au-dessus, comme cela arrive au solstice d'été, eh bien vous aurez une ombre de 0 degré. Il n'y aura pas d'ombre autour de votre bâton. Par contre, si vous obtenez
le même jour que vous faites votre expérience, si la surface est courbe et que vous plantez à deux endroits différents deux bâtons de la même façon, c'est-à-dire bien perpendiculaires au sol et bien droit, vous allez obtenir, si la source lumineuse est la même pour les deux, l'un avec une angulation, à savoir 0 degré peut-être pour l'un des deux, et de l'autre côté une courbe différente. Hein, pourquoi? Parce que justement, le rayon lumineux ne frappe pas au même endroit les deux bâtons. Donc automatiquement, vous allez avoir d'un côté une ombre et de l'autre côté, zéro ombre. Hein. Et c'est ce que Ératosthène a fait. Il a fait cette expérience. Lui-même était à Assouan, je crois. Il a planté un bâton ce jour-là. Il a demandé à un collègue de faire la même chose à Alexandrie, c'est-à-dire à 800 km au nord, et de calculer l'ombre projetée par le soleil à la même heure autour du bâton. Et il s'est avéré que Ératosthène, lui, avait 0 degré d'ombre, il n'y avait pas d'ombre autour du bâton, à midi, alors que son collègue, à la même heure, avait une ombre de 7,2 degrés. Donc, Ératosthène a calculé la distance qu'il y avait entre Alexandrie et Assouan, c'est-à-dire à peu près 800 km. Alors, je vous passe les détails, mais ils l'ont calculé à pas de chameau. Hein. Donc, il y a eu quelques petites erreurs, mais vous allez voir que. Donc, il a dit voilà, c'est simple, s'il y a une ombre de 7,2 degrés, et que la Terre est ronde, et que donc fatalement un rond c'est 360 degrés, 360 divisé par 7,2, ça fait 50. D'accord? Donc, il s'est dit. Il a calculé la distance entre Alexandrie et Assouan à pas de chameau, et il s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 800 km, hein. C'était pas des kilomètres à l'époque, mais peu importe. Et il a multiplié 50 fois 800 km pour avoir circonférence de la Terre, et il est arrivé à 39 500 km, alors que la Terre fait 40 000. Il s'est planté de 500 bornes, c'est quand même pas grand-chose, mais il a démontré non seulement que la Terre était ronde, et du même coup qu'elle faisait 40 000 km de circonférence. C'était il y a 2200 ans. Qu'est-ce qu'il y a qui cloche chez vous pour que vous ne compreniez pas que cette démonstration est absolument implacable? Ça fait partie des choses qu'on ne peut pas remettre en question. Pourquoi? Parce qu'on peut le refaire chez soi, on peut le refaire dans n'importe quel laboratoire, on peut le refaire avec n'importe quelle sphère, n'importe où, n'importe quand. Et que ça s'appelle de la science. Que justement la science c'est quelque chose qu'on peut reproduire en laboratoire. Alors tout ce que je viens de vous dire avant sur la constitution de l'homme, effectivement c'est pas de la science parce que ce que je viens de dire là n'est pas démontrable en laboratoire, donc c'est pas de la science, c'est de l'occultisme. Mais là ce que je viens de vous dire, c'est de la science. Qu'est-ce qu'il y a qui cloche chez vous? Pourquoi vous dites que moi je ne suis pas assez scientifique pour parler avec moi, pour échanger avec moi? Vous pensez que je ne la comprends pas la démonstration d'Ératosthène? Mais je la comprends très bien. Hein? Qu'est-ce qui cloche chez vous pour que vous ne voyez pas la courbure de la Terre évidente sur le lac qui est près de Chicago? Je ne sais plus comment il s'appelle ce lac. C'est le Pontchartrain, voilà, c'est ça que je cherche. Qu'est-ce qu'il y a qui cloche chez vous pour que vous ne voyez pas la courbure du lac Pontchartrain? C'est clair quand même. Qu'est-ce qui peut bien clocher chez vous? Et pourquoi vous remettez systématiquement en question les expériences faites à l'horizon quand on est sur une plage et qu'on zoome à l'horizon et qu'on voit très bien que les bateaux disparaissent ou une partie du littoral On va commencer par le phare, là où Wolfie est à environ 30 mètres d'altitude et zoome sur le phare qui se trouve en face de lui. On peut remarquer la côte visible où se situe ce phare. Puis, il va faire un zoom arrière jusqu'à sa position. On voit bien qu'il est dans une rue un peu en hauteur en bord de mer. Ensuite, il va filmer le même phare en étant sur la plage, donc à environ 1 mètre de hauteur. Et on constate qu'on ne voit plus la côte du phare, mais uniquement la partie haute de ce dernier. Il refait un zoom arrière et on voit qu'il est bien sur la plage. Je vous montre les deux vidéos simultanément. Vous constaterez la différence par vous-même. C'est quand même évident. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a qui va pas en fait chez vous? En fait, moi, je vais vous dire franchement, tous les platistes, tous les plateux, comme on veut, je vous donne un conseil.
l'été prochain, vous allez louer un voilier, et puis vous allez essayer d'aller un petit peu en mer. Vous allez vous balader, vous allez faire 100 km, vous allez au large. Vous avez le droit, hein, pas besoin de permis pour un voilier. Vous partez, voilà. Et puis vous allez voir si le littoral disparaît ou pas. C'est simple. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire 100 km, vous allez voir, vous allez disparaître avant. Voilà. Enfin, le littoral disparaîtra avant. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Si vous croyez vraiment que si la Terre était plate, que si la NASA nous mentait à ce point-là, et qu'il n'y a pas de satellite dans l'espace, vous croyez vraiment qu'on pourrait, quand on fait de la navigation, moi je parle de la navigation maritime, hein, vous croyez qu'on pourrait se servir d'un GPS et avoir des données exactes de notre position quand on est en plein milieu de l'Atlantique, sans se tromper? Ça serait des faux GPS, des faux satellites alors? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ces données qu'on recevrait alors? Comment est-ce que vous expliquez le phénomène de déclinaison? Comment est-ce que vous vous expliquez que si vous ne faites pas votre déclinaison correctement et que vous suivez votre parallèle, vous allez vous retrouver à New York au lieu de vous retrouver aux Antilles, parce que la Terre est ronde. Hein? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas chez vous pour que vous retourniez à plus de 2500 ans en arrière? Alors qu'aujourd'hui, non seulement les démonstrations sont faites scientifiquement depuis 2200 ans, mais en plus, elles sont confirmées par la technologie actuelle. Je veux dire, vous croyez sincèrement que si la NASA mentait, vous croyez sincèrement que l'aérospatiale russe n'aurait pas déjà balancé l'info, ou les Chinois, ou les Européens? Parce qu'on balance des satellites, il n'y a pas que la NASA. Hein. Il y a Ariane, voilà, il y a les Russes qui balancent des satellites en permanence. Je veux dire, on n'a pas retrouvé dans le système solaire ni dans tout le cosmos une seule planète plate. D'accord? Toutes les planètes, sans exception avec les satellites naturels, sont des globes, des sphères parfaites. Plus ou moins, mais elles sont parfaites vue d'extérieur. La Terre, vue d'extérieur, est une sphère parfaite. Alors vous allez me dire, oui, mais non, parce que c'est pas vrai, si on enlève l'atmosphère, elle a des aspérités, elle n'est pas tout à fait ronde. Non, mais vue de l'extérieur, avec son atmosphère, elle semble être une sphère parfaite. Et toutes les planètes, toutes les étoiles sont des sphères parfaites. Qu'est-ce qu'il y a qui cloche chez vous? Voilà. Donc vous ne voulez pas me parler parce que je ne suis pas un scientifique, mais il me semble que moi j'ai des yeux. D'accord? Et puis je ne vais pas revenir sur le fait que j'ai eu la capacité de pouvoir la voir de l'extérieur, la planète, moi. Alors, je sais, je ne devrais pas le dire, mais je le dis, parce que si j'insiste, c'est parce que vous dispersez, vous dispensez une hérésie. D'accord? C'est une erreur que vous êtes en train de faire. Et vous êtes en train de faire passer tous les gens, tous les alerteurs, pour des abrutis à cause de cette histoire. Vous nous faites passer pour des cons. D'accord? C'est clair? Donc je ne vais pas me taire. Vous allez arrêter avec cette histoire de terre plate. Ça ne tient pas debout 2 secondes. Alors, si ça ne vous plaît pas ce que je dis, sans déconner, faites une chaîne pour les enfants, hein, mais ne vous considérez pas comme alerteur, parce que vous nous foutez la honte. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce que je dis vous parle, de mettre un pouce levé si ça vous parle aussi, de mettre un pouce baissé si ça vous parle pas, mais sincèrement je m'en fiche. Et on se retrouve tous les samedis pour un live YouTube à 21h, le dimanche pour un chat sur la santé, sur Discord, sur les problèmes de santé particulièrement et de spiritualité, et les lundis, chat Discord aussi, à la même heure, 21h aussi, pour tout ce qui est dissidence et nouvel ordre mondial. Voilà, comme ça je divise un petit peu les sujets. N'oubliez pas de me soutenir sur Tipeee pour ceux qui ont pitié, des alerteurs, ça serait sympa. On passe beaucoup de temps pour faire ces vidéos, voilà, pour essayer de transmettre un petit peu ce qu'on sait, et c'est sympa de nous soutenir. Je sais que certains d'entre vous ne peuvent pas, mais ceux qui peuvent, c'est sympa de le faire. Merci beaucoup, et on a encore beaucoup de projets à vous annoncer, donc soyez là, soyez avec nous, et c'est bien gentil. Merci beaucoup, à bientôt.